monsieur Abidjan, est-ce que je pourrais vous rappeler? C'est très gentil de vous contacter. Mais je rentre en conférence. Mais est-ce que demain, je peux vous appeler demain matin? C'est parti. C'est parti. On démarre. 20h, 20h30 maximum? Allez, bah, ça commence. Ok, super. Et bah, bonsoir tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce live des éditions Sileps, nous recevons Rachida Brahim, sociologue et autrice de L'Arastu de foi, le mois dernier. Et on reçoit aussi Saïd Bouamama, qui est sociologue et économiste, et aussi militant de longue date de la cause antiraciste et des quartiers populaires. Il a notamment publié avec nous Planter du blanc, qui fait un historique et un état des lieux du néocolonialisme français. Donc d'abord, bonsoir et merci à tous les deux d'être venus. Bonsoir. Et merci aux personnes qui nous regardent et qui sont venues aussi. En organisant cette rencontre, on avait envie bien sûr de présenter le livre de Rachida Brahim, puisqu'il apporte des éléments essentiels à la compréhension du fonctionnement du racisme structurel en France. Mais on voulait aussi se servir des pistes qui sont lancées dans ce livre pour penser l'actualité, notamment autour des violences policières, de la loi séparatisme ou du rapport Stora, par exemple. Et donc, à l'issue de cette discussion, on fera aussi remonter les questions qui auront été posées dans le chat. Donc, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous les écrire et Romain nous les fera remonter. Voilà. Alors, on commence sur le livre L'Arastu de foi. Donc, Rachida Brahim, vous avez répertorié environ 700 crimes racistes en France du début des années 70 aux années 90. Comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que vous avez eu accès à ces informations? Alors initialement, je suis partie des affaires des crimes racistes de 73 à Marseille, enfin dans la région marseillaise. Et j'ai fouillé d'abord dans la presse locale, en fait, pour avoir un peu un état des lieux de ces crimes racistes, de quoi il s'agissait. Et il y avait quelques informations assez lacunaires en 2 lignes dans les faits divers de la presse locale. Et puis, j'ai continué un peu sur la presse et je me suis aperçue que ça dépassait 73, que c'était avant 73 et par-delà 73. Et du coup, il a fallu aussi diversifier les sources. Donc, je suis passée voir la presse nationale aussi. Et j'ai recueilli pas mal d'informations dans la presse, en fait. Et après, je suis allée voir aussi du côté des archives associatives qui ont collecté les coupures de presse, notamment, qui ont fait des listes d'hommes qui sont tombés sous le coup du racisme, qui étaient agressés. Et puis j'ai confronté ça avec des sources institutionnelles, la source de la police, de la justice, et surtout du ministère de l'Intérieur, qui à l'époque a fait pas mal remonter, enfin l'État algérien dans les années 70 demande à l'État français d'expliquer les crimes racistes des personnes qui se plaignent d'être attaquées pour racisme. Et du côté français, en fait, le ministère de l'Intérieur va demander au préfet de faire remonter toutes les affaires avec des incidents impliquant des Nord-Africains. Et du coup, on trouve ce même type de liste qu'on trouve dans les associations au sein des archives du ministère de l'Intérieur, avec des explications plus ou moins probantes sur les différents cas. Enfin, en général, ce n'est pas probant du tout. Et voilà, donc on a ces mêmes listes-là, et puis des éléments un peu plus de la police, des RG, qui surveillent ces incidents. Et voilà, donc ça a permis en tout de collecter 730 cas sur cette période de 30 ans, sachant qu'il n'y a pas de registre officiel. Et il est fort probable que ça soit à minima, enfin c'est ce que j'ai recueilli moi seul dans mon coin en allant fouiller à droite à gauche. Et donc c'est pas du tout représentatif de la réalité. C'est une photographie avec ce que j'ai pu recueillir, mais c'est sans doute beaucoup plus. Oui, sachant qu'en plus, vous le dites dans votre livre, il y a tout un travail de déracialisation de ces problèmes, enfin de ces crimes qui est mis en place, du coup, qui gêne leurs mesures, quoi. Et vous, en fait, dans votre travail, vous montrez qu'il n'y a pas uniquement des crimes racistes qui sont motivés par des convictions d'extrême droite. Vous montrez aussi qu'il y a d'autres types de mobiles qui mènent à la violence raciste. Oui, a priori, on pourrait penser qu'effectivement, c'est surtout les crimes motivés par les idéologies d'extrême droite, mais il y a derrière cette notion de crime raciste,
ce que nous montrent les archives, c'est qu'il y a 3 grands types de faits, a priori. Oui. Il y a effectivement les violences qui sont commises pour des motifs idéologiques par des anciens de l'OAS, par des mouvements néo-nazis, oui, par des militants du FN, des couleurs d'affiches, etc. Et donc, il y a un arabe ou un jeune maghrébin qui passe et qui se fait effectivement tirer dessus. Et il y a d'autres types de faits où la personne est confrontée au racisme meurtrier dans une situation de la vie quotidienne, en fait. Donc, c'est plutôt ce qu'on pourrait qualifier de violence situationnelle liée à une situation particulière. Et c'est des scènes, en fait, assez classiques. Hein. Ça peut être avec un boulanger, un chauffeur de taxi, un voisin. Il y a souvent des histoires avec les voisins. Il y a pas mal de faits de ce type qui sont répertoriés pendant la fête nationale, pendant le 14 juillet. Dans la presse, on en trouve pas mal. Et là, ce qui ressort un peu de la lecture des coupures de presse ou des documents de police, par-delà ce qui est dit et ce qui n'est pas dit dans ces documents, c'est l'idée que la personne s'est sentie, celle qui agresse en tout cas, celle qui passe à l'acte, s'est sentie obligée de passer à l'acte. Elle exprime le fait qu'elle a dû se défendre contre un danger qui lui paraissait imminent, alors que le maghrébin en question, la personne qui est agressée, n'a strictement rien fait, si ce n'est porter les traits qu'elle porte et être ce qu'elle représente dans la tête de l'autre, hein, c'est-à-dire un danger. Et du coup, voilà, le mec passe à l'acte parce qu'il y a 2 éléments. Il y a un truc qui doit protéger sa maison, sa famille, sa femme, sa fête nationale, sa tranquillité. Ça peut être des choses très variées et très subjectives. Et la présence d'un étranger qu'il pense dangereux et contre lequel il doit se protéger et protéger ses biens. Et le 3e type de fait qui ressort beaucoup, c'est les violences policières, ce qu'on appelle les violences policières. Parce que je dis ça parce que c'est un peu plus large que ça, en fait. C'est des violences aussi qui sont commises par des représentants de l'autorité publique, qui ne sont pas forcément policiers, qui peuvent être douaniers, qui peuvent être médecins, exercer dans les hôpitaux, etc. Et qui, sous couvert de cette force-là, de cette légitimité-là, vont user de la force pour contraindre des corps qui sont supposés déviants, constamment déviants, et qu'il faut contraindre, qu'il faut réprimer, annihiler, enfin, détruire, enfin, tout ce langage-là de la déshumanisation. Voilà les 3 grands types de faits qui sortent. Ouais. Et ben, justement, vous montrez que cette violence, elle est légitimée par une construction de l'immigré que de l'immigré africain en particulier, comme groupe séparé et ayant des caractéristiques négatives face auxquelles la société française devrait se défendre. Donc, vous montrez qu'il y a tout un processus de construction de cet étranger finalement. Oui, effectivement, ouais, et ça, c'est un nom, en fait, c'est un concept en sociologie dont on parle beaucoup. Là, c'est la notion de la race, en fait, le concept de race. Donc, il y a beaucoup de débats, donc a priori, les gens sont un peu au courant, mais on va quand même repréciser. La race, donc, c'est un dispositif de pouvoir. C'est un mécanisme central des États modernes qui permet de différencier des personnes en leur assignant des catégories déshumanisantes, en fait. On les infériorise à partir d'un certain nombre de critères qui sont des critères à la base tout à fait normaux, un type de cheveux, un type de gueule, un type de vêtements, enfin différentes choses. Et assez très ordinaire, on va associer une valeur extrêmement négative et en faire un problème et les désigner comme étant un problème. Et ce faisant, on en fait un danger interne contre lequel il faut se défendre, contre lequel la société doit se défendre. Et ça, c'est des termes que Foucault employait à l'époque et qui sont encore très éclairants. Et donc voilà, ça infériorise, ça différencie, ça hiérarchise la société. C'est un critère qui permet ça, comme la classe, le genre, etc. Et une fois que ces personnes-là sont différenciées, hiérarchisées, elles sont exposées à une violence tout à fait spécifique, en vertu de ces critères qu'elles portent ou auxquels elles ont été assignées. Et ça, c'est la race. C'est l'exercice de la race. C'est la race comme exercice du pouvoir qui permet de répartir après différemment les ressources et ne serait-ce que le droit à la vie, en fait. Et cette chose-là, effectivement, a pris corps malgré ce qu'on nous apprend à l'école. La race ne s'est pas arrêtée avec l'abolition de l'esclavage ou avec la fin du colonialisme ou avec la lutte contre le nazisme. Elle a continué à imprégner les institutions, les politiques publiques, les pensées, les idéologies, la manière dont se représente la société. Elle a continué à être un dispositif de pouvoir donc en tant que tel.
et ça a créé dans le corps social des personnes qui ont été différenciées, qu'on a désignées comme étant un problème et qui sont en fait devenues une cible, avec un potentiel d'assaillant d'une part, ceux qui pensent qu'ils doivent se défendre, et de l'autre côté, ceux qu'on a désignés comme étant un problème et qui deviennent des cibles, en fait, qui sont plus ou moins touchés en fonction du contexte national, de la politique nationale, socio-économique, enfin, même de la géopolitique, en fait. Et on voit très bien qu'il y a des pics de violence selon les contextes. Par exemple, pendant la guerre en Irak, on a eu un espèce de pic de violence. On voit très bien dans les archives et dans la presse comment à cette période-là, il y a une montée en fait, des crimes racistes, des dénonciations des crimes racistes. Quels autres événements? En 71, par exemple, en 73, on est juste après l'indépendance, on n'est pas longtemps après, mais il y a aussi le fait que l'Algérie ait nationalisé les hydrocarbures. Et du coup, à ce moment-là, il y a toute une campagne raciste qui se lance et antiraciste en opposition, en résistance. Et les crimes sont manifestement plus nombreux, en fait, d'après ce qu'on voit dans les archives. Après, en l'état réel des choses, c'est dur à dire. Mais en tout cas, la dénonciation est plus forte, les crimes ont l'air plus nombreux et l'offensive est beaucoup plus forte aussi, l'offensive raciste. Donc voilà, donc ce sont en fait des personnes qu'on a désignées comme étant un problème qui deviennent finalement des cibles, en fait, toutes désignées, et qui vont prendre plus ou moins... qui vont prendre ça sur leur corps en fonction des contextes. Ouais. Et vous, d'ailleurs, vous montrez que cette construction, elle passe beaucoup, en tout cas cette racialisation, elle passe beaucoup par les politiques publiques. Puisqu'en fait, malgré le fait qu'on ait des politiques qui soient censées être universalistes et républicaines, on a, dans le cadre de l'immigration et dans le cadre du logement, toujours la construction d'un problème de l'immigré, soit subsaharien, soit nord-africain. Ouais. Ouais, c'est très net aussi dans les archives. Cette manière dont la racialisation, l'idée de race, l'usage de la race comme un moyen de dominer, comme un des rapports de domination et des rapports de pouvoir, elle est visible effectivement dans les politiques publiques. En fait, le droit joue un grand rôle dans la mise en place de ce dispositif-là, de la race. Par exemple, les politiques publiques d'immigration, la politique du logement, la politique à destination des quartiers populaires, ce sont trois volets de politique publique où on voit comment on va catégoriser des migrants selon des traits négatifs. On va généraliser, c'est-à-dire qu'on va faire de tous les migrants africains un problème lié au fait qu'ils soient insalubres, en fait. On parle de l'insalubrité dans les archives des migrants africains, subsahariens notamment. Dans les archives, quand on lit africain, en fait, on entend africain subsaharien. Et pour les maghrébins, on appelle encore les nord-africains dans les archives des 70 par exemple, on insiste beaucoup sur leur criminalité. Et donc, on voit bien comment il y a un travail rhétorique dans les archives. On voit des hauts fonctionnaires de l'immigration qui vont rédiger des notes et des rapports pour la hiérarchie en expliquant, en essayant d'influencer la politique migratoire vers un frein, notamment un frein qui vise à freiner l'immigration africaine, celle-ci précisément et pas les autres. Et parce qu'on imagine qu'ils sont inassimilables et tout à fait inadaptés, qu'ils ne pourront pas s'intégrer au pays, etc. Et donc, ouais, on généralise, on manipule des chiffres. Il y a des tableaux, par exemple, chiffrés sur l'état sanitaire de ces populations, sur la manière dont elles vivent, etc. Et ces chiffres-là ne corroborent pas le texte qui suit, en fait, où l'agent public va expliquer qu'en vertu de ce qu'on lit là, de ces chiffres-là, il faut absolument arrêter cette immigration, la réfréner au maximum, parce qu'en fait, il y a un danger public. Il y a un danger public de santé publique, en fait. Ou alors sur l'ordre public. Ils vont troubler l'ordre public parce qu'ils sont fondamentalement, intrinsèquement criminels, en fait. Et on fait totalement abstraction du contexte socio-économique qui pourrait pousser certains Algériens de l'époque à éventuellement commettre des vols. On n'explique pas ça par le fait qu'il y a une pauvreté croissante, qu'il y a un besoin de se nourrir, en fait. On insiste sur le fait que c'est des crimes de comportement. Et on zappe complètement les crimes de profit. Et on insiste sur le comportement pour vraiment montrer, alors que c'est les crimes qui sont les moins nombreux, et on insiste sur cela précisément pour montrer que c'est intrinsèquement que l'Algérien est un criminel, en fait. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose contre cette immigration-là. Dès les années 60, c'est très net. Et cette chose-là perdure, en fait, jusqu'à nos jours. Et après, que le stigmate, il se transmet des parents aux enfants, en fait. Absolument, ouais. Elle a continué à viser les migrants, mais elle a aussi touché
c'est un sociologue américain, Erving Goffman, qui explique que le stigmate est à la fois contagieux et héréditaire, et notamment le stigmate lié à la race. Et on voit bien ici, effectivement, dans le cas français aussi, où après les années 70-80, quand l'immigration familiale a malgré tout eu lieu, les enfants ont été touchés par le même processus de stigmatisation et de racialisation, quel que soit l'endroit où ils soient nés. Et on a relevé des critères aussi, des traits tout à fait ordinaires pour associer une valeur négative. Et là, c'était plus, on parlait pas tant du fait qu'ils soient inassimilables, au contraire, on était très... il y avait une nouvelle politique, c'est la gauche à l'époque, il y avait une volonté d'assimiler ces jeunes maghrébins et maghrébines. Et du coup, on a plutôt... le terme qui apparaît plus, c'est le caractère inadapté de cette population-là. Le fait qu'ils n'arrivent pas, quoi. Que de toute façon, ils sont assistés, ils sont inadaptés, et surtout, c'est la question de la délinquance, de la menace délinquante de ces jeunes-là, et qui est très fortement mise en scène dans les politiques publiques, mais aussi dans les médias, où il y a eu aussi des reportages assez longs, assez réguliers sur les émeutes dans les quartiers qui ont été associés, par exemple, à un mouvement délinquant, alors que c'est un mouvement de protestation et c'est une manière de prendre part au débat public, en fait. Et de manière tout à fait légitime de le faire aussi. Et voilà, et donc on insiste sur cette menace délinquante et la menace islamiste aussi qu'on retrouve dans le temps de manière très, très ancrée aussi, ouais. Pour le coup, bah, puisqu'on arrive dans les années 80, la gauche arrive au pouvoir et finalement, ça n'entraîne pas un changement de positionnement sur la volonté de limiter l'immigration africaine. C'est simplement les arguments qui changent un peu, entre guillemets. Oui, ce qu'on constate en fait, ce qui est frappant, c'est que tous ces crimes-là qui sont dans le livre et tous ceux qui n'y sont pas, parce que les moyens d'y accéder sont très pauvres, mais les mémoires sont très fortes, elles, et donc il y a une empreinte très forte de ces morts-là. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'effectivement, ce n'était pas dans un gouvernement d'extrême droite. C'est un pays démocratique avec des mécanismes qui sont cachés, mais qui permettent très fortement de laisser mourir, de mettre à mort une partie de la population et de faire en sorte que cette chose-là ne soit pas visible et qu'on ne puisse pas la juger et que tout ça se passe de manière tout à fait normale, en fait. Et ce que ça nous dit, en fait, ça nous dit que la question du racisme, la question raciale, elle est extrêmement profonde, prégnante, presque inarrêtable. Enfin, il y a quelque chose vraiment de très puissant là. D'autant plus si c'est invisibilisé, qu'on ne veut pas le voir et qu'on n'a pas le droit de le voir et de le regarder et de le penser, etc. Et là, je fais plutôt référence au milieu universitaire. Mais qu'il y a quelque chose de très puissant qui traverse toutes les institutions, de gauche ou de droite, qui traverse aussi toutes les sphères, les différents champs sociaux, c'est-à-dire le champ médical, le champ universitaire, le champ scolaire, le champ judiciaire, pour parler de lui, qu'elle est partout, en fait, qu'elle est partout, qu'elle est dans nos familles, qu'elle est dans nos histoires, qu'elle est dans nos trajectoires, etc. Et qu'on passe beaucoup de temps à ne pas la voir, qu'on nous a appris à ne pas la voir, à ne pas la regarder, à ne pas la penser, qu'on a été très dociles, et que certains ont été très indociles, et peut-être Saïd Bobama en fait partie, et tant mieux pour nous, parce que ces personnes-là qui ont été indociles, qui ont persisté à dire que la race les tuait, sans forcément utiliser le mot race, mais en tout cas que le racisme, que le fait d'être sans cesse renvoyé à cette étrangeté, à cet être déshumanisé, qui ont persisté à dire ça, en fait, ils nous ont fait un énorme cadeau parce que ça nous permet à tous les autres, ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu l'avoir, d'en prendre conscience, en fait, constamment, de se dire qu'il y a quelque chose là qui nous traverse tous et toutes, dans toutes les sphères de la société, qu'on soit de gauche, de droite ou pas. C'est pas ça, en fait, ça fait partie de notre... peut-être notre inconscient collectif, enfin, il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, mais qui est là et qui est très fort, hein, et qui continue à tuer surtout. Ouais. On va bientôt revenir sur cette question des mouvements, mais là, je voudrais d'abord juste un peu vous poser des questions sur justement l'invisibilisation de la racialisation. Et dans votre livre, il y a toute une partie qui montre que les tribunaux, ils refusent systématiquement de reconnaître la dimension raciste de ces crimes, en fait. Ouais. Oui, donc la parole des militants que j'ai résumée en employant cette phrase-là, la race tue deux fois, c'était de dire qu'il y avait une première violence qui les impactait en raison du coup physique qu'ils recevaient, parce qu'ils ont été stigmatisés, différenciés, racialisés, et que du coup ils étaient tout désignés comme étant un coupable ouais, qu'on pouvait tuer, en fait, tout simplement, qu'on pouvait exterminer, réduire à néant.
à défaut de pouvoir faire partir dans son pays. Et il y a cette première violence-là qui touche le corps, qui a lieu dans l'interface, dans l'interpersonnel. Et il y a une deuxième violence qui, elle, se passe au moment où les personnes concernées par ces violences, les familles des victimes, les gens de quartier qui accompagnaient ces victimes-là, parce que c'est une violence collective, en fait. Même si elle touche un individu, en fait, toutes les personnes qui reconnaissent qu'elles ont les mêmes traits, la même histoire, la même culture, se sentent elles-mêmes agressées, en fait, très fortement. Et j'ai même envie de dire que toutes les personnes qui se reconnaissent comme étant un temps soit peu avec une humanité et des idéaux se sentent concernées aussi et devraient se sentir concernées en tout cas. Et donc la race, c'est une deuxième fois quand on va voir en fait les institutions et qu'on essaie d'expliquer ce qui se passe et que c'est un scandale et que c'est un massacre et que ça n'a pas lieu d'être et que c'est abject, enfin tous les mots qu'on pourrait lister qui expriment cette violence raciale. Et là, il y a une impossibilité à mettre le crime raciste en procès, le racisme meurtrier en procès. Quand j'ai regardé les archives judiciaires, donc j'ai été voir dans des archives de tribunaux en fait, notamment pour voir si en 73 on pouvait retrouver des crimes et comment ils ont été jugés, pour essayer de mettre en avant cette idée d'objectiver cette idée d'impunité et d'injustice. Et ce que disent les archives de l'époque, en fait, c'est que quand on ouvre un dossier qui a été dénoncé comme étant un crime raciste, qui a tout l'air d'être un crime raciste en vertu des protagonistes, etc., dans le dossier judiciaire, il n'y a rien qui fait mention du racisme, en fait, mais absolument rien. Le mot n'est nulle part, en fait. Le mot n'est même pas exprimé à aucune reprise. Et un dossier judiciaire, c'est épais. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments. Il y a l'enquête de police, il y a les réquisitoires, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Les mots du procureur. Enfin, le mot racisme n'apparaît nulle part. Et là, cette différence entre les deux, elle est saisissante. On ne peut pas ne pas la voir. Enfin. Et en fait, je suis montée plus haut pour voir ce qui se passait, comment ça se fait que dans les tribunaux, c'était impossible de mentionner ça. Et ce qui se passe, c'est que c'est au niveau législatif, en fait. C'est plus haut qu'il faut regarder. Et justement, vous vous montrez même que c'est la législation antiraciste qui empêche de prendre en compte le mobile raciste de ces crimes. Oui, tout à fait. Chez les militants, il y a eu une volonté assez rapidement, des années 80, de pouvoir qualifier les faits, en fait. Ils ont bien compris que le problème était là, c'est que les faits n'étaient pas qualifiables, vu que le mobile raciste n'existait pas en droit. Ce n'est pas une catégorie juridique, en fait, le crime raciste. Du coup, c'est pour ça qu'on ne le trouve pas dans les archives et qu'il n'y a pas de registre où on pourrait recueillir ces morts-là. Mais et leur demande, en fait, a été renouvelée à chaque décennie, en fait. Dans les années 70, il y a une première loi antiraciste, qui est la loi de 72, qui est considérée comme le pilier de la législation antiraciste française. En 85, il y a une nouvelle loi qui a été votée. Elle fait suite à la demande des marcheurs. Elle a été vraiment votée en disant aux marcheurs, on va faire une nouvelle loi pour qualifier les crimes racistes, pour que ça soit entendu, reconnu, et que cette chose-là puisse avoir un effet au sein de la société, de reconnaître publiquement qu'il y a eu meurtre, qu'il y a eu crime raciste. C'est censé créer un espace démocratique et ce qu'on appelle la paix sociale. Et cette loi, en fait, elle n'a pas été non plus probante. En 72, en fait, la France répondait à une demande de l'ONU qui demandait de légiférer, de mettre à jour sa législation parce qu'il y a eu entre-temps la colonisation, etc. Et les parlementaires ont occulté les crimes racistes, qui étaient nombreux, parce qu'on n'est pas lointain après la guerre d'Algérie, et qu'il y a tout un contexte qui s'y prête. Ils ont occulté en s'appuyant sur les dossiers dont je parlais tout à l'heure, des préfets, du ministère de l'Intérieur, qui expliquaient qu'il n'y avait pas du tout de racisme dans ces affaires-là, en fait, que c'était seulement des incidents, et que les personnes étaient mortes suite à des règlements de compte, des affaires de vol qui ont mal tourné, des états d'ivresse, etc. Et donc on s'est appuyé là-dessus pour occulter, invisibiliser, écarter cette dimension-là et se concentrer sur la parole raciste, et sur le fait de punir cette chose-là et les discriminations. En 85, malgré les luttes, la marche, etc., on a contourné la promesse qui a été faite aux marcheurs et on s'est concentré sur le fait de pouvoir se porter partie civile, qui était déjà un grand acquis, mais on a complètement occulté cette possibilité de qualifier les faits et de définir un mobile raciste pour que ça puisse après être utilisé dans les procès. Et il y a une nouvelle loi en 90 qui advient aussi. L'objectif de cette loi, le premier objectif, c'était de qualifier le mobile raciste, et les crimes racistes, et d'en faire une circonstance aggravante. Et la loi, quand elle passe devant la commission des lois, cette chose-là a à nouveau été écartée. On l'a reléguée à d'autres instances, d'autres sphères.
Et on s'est concentré sur le négationnisme, en estimant qu'il y avait une résurgence de l'antisémitisme et qu'il fallait surtout se concentrer là-dessus, sachant que les crimes contre les Maghrébins étaient tout aussi importants, voire plus importants, dans des souvenirs qu'il faudrait vérifier, mais il n'y avait pas de hiérarchisation à faire en fait, mais ça a été fait. Et vous Et dites en plus avec un discours où on accuse les Maghrébins d'être à l'origine de cet ouais, antisémitisme. ça commence dans les années 90, parce que notamment on va faire cette chose-là qui est de différencier l'antisémitisme du racisme anti-maghrébin, et, et on va commencer aussi à hiérarchiser en fait ces deux choses-là. Et c'est encore plus prégnant, encore plus fort en 2003, lors de la loi de 2003, la loi Lelouch, où dans les débats parlementaires, le député qui présente cette loi explique qu'il faut absolument faire une loi, que c'est vraiment, il est temps de mettre un terme à cette impunité. Donc c'est un député qui emploie ce terme cette fois avec plus de militants. Et on est 40 ans après les premières manifestations qui dénoncent cette impunité. Et il explique qu'il faut mettre un terme à cette impunité parce qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme. Et que les responsables de cet antisémitisme sont les jeunes maghrébins et les mamans voilées. Il y a tout un truc autour de ça où il met en évidence qu'il y a là un danger islamiste, en fait, et on n'est pas longtemps après les attentats du World Trade Center. Donc il y a tout un contexte d'islamophobie aussi qui est très prégnant, qui se met en place, et on voit cette chose-là au sein de la loi, et donc on lit une loi qui nie le racisme, enfin, qui nie le mobile raciste, parce que le mobile raciste va être pris en compte en 2003, mais de manière très restreinte, en fait. On va surtout dire que pour que le mobile raciste soit reconnu, il faut que l'auteur des faits ait prononcé une parole raciste. On reste sur la parole, en fait. C'est elle qui permet de dire qu'il y a racisme ou pas. Et tant qu'il n'y a pas cette parole-là, en fait, ça ne peut pas être qualifié de mobile raciste. Et il va expliquer tout ça en disant que ce qui est important, en fait, surtout, c'est de montrer que le racisme, il est le fait de ces individus-là et de ces personnes, quoi. Donc, on a une loi qui elle-même, qui nie le mobile raciste ou qui le reconnaît à minima, tout en étant elle-même racialisante. Parce qu'elle racialise, en fait. Elle crée des juifs, elle crée des juifs. Elle crée des juifs, elle crée des arabes. Derrière ces gros mots, ce que j'entends, c'est ce que je dis, c'est qu'elle associe des caractères à ces faits de société, à ces religions, à ces choses qui sont sacrées, qui sont intimes, et elle en fait des catégories, en fait, des catégories raciales, de ces choses intimes, profondément humaines et qu'on partage tous, qui est le lien spirituel, enfin, tous ou pas, enfin, peu importe. Le fait est que de ces choses-là, on en fait des catégories raciales, et on en fait des catégories problématiques. Voilà, et donc la législation antiraciste, en fait, on s'aperçoit qu'elle est elle-même le support du racisme structurel et systémique. Et que le droit, à travers les politiques publiques, par exemple, d'immigration, de logement, des quartiers populaires, peut racialiser des individus, les exposer à une violence spécifique, et une fois que ces personnes vont dénoncer cette violence spécifique, qui leur ôte la vie ou qui les met dans une souffrance psychique extrêmement forte et transgénérationnelle, on leur explique qu'il n'y a pas du tout de mobile raciste, qu'il n'y a pas de race en France, et qu'ils se trompent en fait, qu'ils se trompent sur la violence et les conditions dans lesquelles ils pensent vivre. Et de ce fait que le droit puisse créer la race et la nier dans le même temps, ce qui m'est apparu à la fin de cette étude, c'est que c'est ça qui crée le racisme structurel et systémique, qui permettait au racisme structurel et systémique de se maintenir. C'est le fait qu'il puisse être créé, qu'on puisse créer la race et la nier au sein d'une même politique en fait. Et ça, et l'aveuglement, bien sûr, le fait d'être aveugle à la race, en fait, ce que fait la législation antiraciste, c'est qu'elle est tout d'un coup aveugle à la race qu'elle a elle-même, que ces mêmes personnes ont créé par ailleurs, en fait, que ces mêmes gouvernements. Et donc, en étant tout d'un coup aveugle à la race, ça permet juste de la maintenir, en fait. Et ce que ça nous apprend, ce que ça nous dit, c'est au contraire qu'il faut absolument qu'on s'éveille, qu'on prenne conscience de cette question-là, qu'on n'y soit plus aveugle, si on souhaite en tout cas résoudre la question, en tout cas agir sur ce phénomène-là, en fait. Si l'idée, c'est de le perpétuer, de maintenir les inégalités, les rapports de pouvoir, certes, la meilleure chose à faire, c'est d'être aveugle, c'est sûr. Mais si on veut être un tant soit peu sain, serein, cohérent, il serait bon de plutôt essayer de la regarder, de s'outiller pour la regarder, ouais. Et d'ailleurs, vous montrez que dès les années 70, il y a eu des gens, et notamment des premiers concernés, qui n'ont pas été aveugles à ces questions-là et qui se sont mobilisés.
Mm. Donc, on connaît souvent, au début des années 80, la marche pour l'égalité et contre le racisme, mais en fait, vous montrez qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées avant déjà. Ouais, tout à fait. La marche, c'est vraiment le grand symbole de la lutte contre le racisme en France, avec cette génération très puissante et qui a été très forte, à qui on doit beaucoup aussi. Mais oui, ça c'est aussi quelque chose de... C'est peut-être un affichage aussi qui derrière cache beaucoup de choses, mais il y a eu effectivement, on a mis en avant cette génération-là, en tout cas cette marche, ils se sont imposés, donc on n'a pas eu d'autre choix que de les regarder. Et puis il y a des événements qui ont fait aussi, pendant la marche, il y a eu des meurtres qui ont marqué les esprits. Je pense à Abiy Gramzi, au meurtre du Bordeaux-Vintimille, donc il y a eu en plein milieu de la marche et du coup qui a fait son effet aussi. Mais évidemment, c'est-à-dire qu'il y a un tas de personnes qui ont lutté, qui continuent à lutter dans des endroits qui ne sont pas mis en lumière. Et dès les années 60, effectivement, dès 70, et surtout si on remonte à la période coloniale, évidemment, toutes ces luttes-là contre le racisme, contre la question raciale, s'inscrivent dans un long passé colonial et donc dans des luttes contre le colonialisme et pour l'indépendance, en fait. Et cette histoire-là qui a été... c'est comme si on avait coupé ce fil, en fait, dans l'histoire officielle qu'on nous raconte à l'école, au sein de la société en général. C'est comme si on avait coupé ce fil, en fait, entre ces générations de personnes qui luttent pour la liberté, pour l'égalité, pour la justice, pour la paix, enfin, pour toutes ces valeurs qui sont éminemment nobles et pour lesquelles on devrait tous se lever, marcher, faire des choses, protester à notre échelle, collectivement ou individuellement en tout cas. C'est comme si ce fil avait été rompu de génération en génération et que notre travail, là, ce qu'on essaye de faire en discutant aujourd'hui, c'est de renouer en fait, de se réaffilier, quoi, de se réaffilier à cette longue histoire des luttes anticoloniales et contre le racisme et contre la race évidemment. Et donc ouais, il y a une très longue histoire qui part de là-bas et qui s'est transmise de génération en génération, malgré les silences, malgré l'occultation, malgré la force de cette volonté d'invisibiliser ces violences-là et d'étouffer cette question raciale alors qu'elle était prédominante. Ça s'est transmis, ça continue. 60, 70, c'est les comités palestines, les mouvements des travailleurs arabes, qui ont composé de militants plutôt d'extrême gauche et d'étudiants à l'époque, qui ont fait des grèves dans les foyers, qui ont fait des grèves de la faim, qui ont fait des grèves dans les usines, qui ont fait des groupes d'autodéfense, qui ont fait des journaux, des tracts, des réunions, enfin un tas de choses qui concernent la militance et qui se transmettent de génération en génération. Après, évidemment, c'est la génération des marcheurs, mais qui a hérité de ces mouvements du MTA. Et après, on a plutôt assisté à des... Mais c'est pareil, c'est variable. Il y a eu des micro-mouvements, ce qu'on appelle des micro-mouvements des associations, en fait, des comités vérité et justice, qui sont encore très présents aujourd'hui, dès les années 80-90. Et ces comités vérité et justice, il y en a... Ils sont indénombrables, en fait. Ils sont indénombrables, il y en a énormément, en fait. Et qui ont lutté à leur échelle pour dire toujours cette même chose, qu'ils mouraient deux fois de cette violence-là, et qu'elle était inadmissible. Et puis les émeutiers, bien sûr, les émeutes pour moi rentrent dans ce mouvement de lutte en fait contre ces injustices et surtout dans ces mouvements de lutte, des mouvements de résistance. On a beaucoup aussi étiqueté ces personnes-là qui osaient dire le racisme et qui osaient en parler, qui osaient raconter ce que ça faisait à leur chair, à leur famille, à leurs enfants, etc. On les a beaucoup étiquetés comme étant des personnes qui se victimisaient, ce grand mot là de la victimisation. Alors d'une part, elles sont effectivement victimes d'un système, elles en meurent en fait. Et par ailleurs, elles ne sont pas du tout victimes au sens négatif qu'on essaye de donner à ce terme-là. Enfin, elles sont, moi, quand j'ai parlé à ces personnes, quand j'ai interviewé ces personnes, par-delà les archives, ce que j'ai vu, c'est des résistants, en fait. J'ai rencontré la résistance par là, pas à travers les livres d'histoire. Enfin, les livres d'histoire, c'est une chose, en fait. Et on a tous des figures de résistants en tête qui nous portent plus ou moins. Oui, en France, à l'étranger, enfin, il y a Gandhi, il y a Germaine Tillon, enfin, il y a toutes ces figures-là, Thomas Sankara, enfin, il y en a plein dans les livres d'histoire, mais il y en a aussi en fait dans nos quotidiens et dans l'histoire française, des quartiers. Il y a un mouvement des droits civiques en fait en France. C'est ça qu'on ne dit pas aussi, et c'est une chose terrible. Il y a un mouvement des droits civiques en France depuis plus de 60 ans qui dit la même chose, qui lutte constamment et qui perdure, ouais.
Eh ben, d'ailleurs, Saïd Bouamama, vous avez fait partie, vous faites toujours partie de ce mouvement des droits civiques en France et de cette génération des années 80 qui a eu tant de force et qui a tant lutté. Quel bilan vous tirez des luttes qui ont eu lieu, pour le coup, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on peut expliquer que la mémoire, elle soit pas à la hauteur des événements? D'abord, je voudrais vraiment remercier Rachida pour ce livre qui nous permet de replonger justement dans l'ancienneté et de la violence raciste et de la résistance à la violence raciste. Il n'y a eu aucune période dans l'histoire de ce pays dans laquelle la violence raciste n'a pas été confrontée à une résistance. C'est une des dimensions qui est important de rappeler. Une des manières de réécrire l'histoire, c'est de présenter uniquement certains aspects de la réalité et pas les résistances à ces aspects-là. C'est valable avec l'histoire de l'esclavage. On nous parle de l'esclavage aujourd'hui en montrant parfois certaines de ses horreurs, mais sans montrer qu'il y a toujours eu des résistances, pour la colonisation également. Donc c'est important. Le livre de Rachida permet de resituer cet ensemble. Ce mouvement, il a pris à chaque fois les formes qui étaient possibles en fonction du rapport de force au sein de la société. Autrement dit, tous les discours sur l'échec du mouvement antiraciste en France sont des discours qui oublient tout simplement la question du rapport de force. Il ne s'agit pas d'échec, ce n'est pas les militants qui se sont trompés, ce n'est pas les militants qui ont fait de mauvaises analyses, ce n'est pas les militants qui ont été incapables de construire. C'est une société française qui est construite historiquement pour invisibiliser un certain aspect, invisibiliser la question du racisme structurel et invisibiliser la question des violences racistes. Et ce n'est pas une histoire du passé, on en est encore à l'intérieur de cela. Ceci étant dit, on a eu effectivement plusieurs générations qui sont montées au créneau pour confronter cette société et tenter de la transformer. Rachida a justement souligné la génération du mouvement des travailleurs arabes. Rappelons que encore aujourd'hui, certaines des mobilisations qu'ils ont réussi à mettre en place, nous ne sommes pas encore capables aujourd'hui de les remettre en place. Faire la grève dans les entreprises, c'était un pari énorme. Quand le MTA lance cette idée qu'il y en a assez des crimes racistes et il faut qu'on fasse grève dans les entreprises et qu'ils sont suivis par toute une partie de la classe ouvrière immigrée, on a là une forme de lutte qu'on n'a pas encore retrouvée aujourd'hui. La marche pour l'égalité a été confrontée exactement au même processus d'invisibilisation. Et c'est ce qui va expliquer ces sentiments d'un retour permanent et du fait qu'on est sans cesse obligé de reconstruire. La marche pour l'égalité, si on en regarde un certain nombre de reportages qu'on a aujourd'hui, de discours sur la marche, etc., on a affaire à une véritable javélisation de l'histoire. Il nous reste l'image d'une jeunesse qui fait la fête, qui réclame l'égalité dans l'abstrait. Ce n'est pas du tout ça, la marche pour l'égalité, c'est la réaction à un certain nombre de morts. C'est la mort des frères, puisque c'était essentiellement des hommes à ce moment-là, qui amènent à la mobilisation. Cette image d'une marche contre les crimes racistes eh bien, a tendance à être effacée aujourd'hui au profit d'une génération qui se distinguait, soi-disant, de ses parents et qui était dans une demande abstraite de citoyenneté française. Donc on a cette longue histoire avec à chaque fois une société, et quand je dis une société, je mets à l'intérieur également ceux qui prétendent la critiquer, c'est-à-dire une grande partie de la gauche qui refuse de prendre en compte cette question de la violence raciste et cette question du racisme structurel. Alors, malgré cela, eh bien, l'acharnement des militants a permis, de manière quantitative, d'accumuler progressivement un certain nombre de victoires sur la visibilité. Les dernières mobilisations, que ce soit par le comité Adama ou que ce soit autour de, comment il s'appelle, Stigler, c'est ça, indiquent tout simplement que du côté des nouvelles générations, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans ces manifestations, du côté des nouvelles générations, la question du racisme structurel ne se pose même pas. C'est une évidence qu'il existe un racisme structurel. Même ceux qui n'utilisent pas le terme l'ont intégré dans leur socialisation. Leur vie quotidienne, plus les discours militants, plus ceux qui circulent dans les réseaux sociaux, font que dans la jeunesse, l'idée qu'il y a un racisme structurel dans cette société, quand bien même le mot n'est pas utilisé, est une évidence. De la même façon, l'évidence est celle que l'on n'a pas affaire à des bavures, à des excès d'un certain nombre de personnes, mais qu'on a affaire à des résultats
d'un certain nombre d'institutions et de la police en particulier. Donc, on a des conquêtes de visibilité qui sont venues par la force de la mobilisation. Simplement, il n'y a pas eu de transmission militante, il n'y a pas eu de transmission de la mémoire militante. Je suis moi toujours étonné quand je vais faire des débats dans l'ensemble du territoire, d'apercevoir des nouvelles générations qui découvrent aujourd'hui l'existence de mobilisation forte contre les crimes racistes dans les années 70, 80, 90, etc. Donc il y a un problème de carence de transmission militante. Mais cette carence, elle est aussi le résultat du rapport de force dans notre société. Ce qui est particulièrement parlant, c'est que les acquis en visibilité ont été tels que pour se préserver, on a aujourd'hui une société qui met en place en quelque sorte un retour du bâton extrêmement violent, un backlash extrêmement violent, comme si effectivement ce qui était, et à juste titre d'ailleurs, je dis comme si, non, ils avaient très bien compris que ce qui était touché là, c'était le cœur du fonctionnement inégalitaire de la société. Si on accepte la visibilisation des crimes racistes, on ira inévitablement, en termes de déduction logique, vers le constat d'un racisme structurel, qui ira inévitablement jusqu'au constat du caractère extrêmement inégalitaire de la société française. Et donc, la logique de la reconnaissance des crimes racistes pousse à une remise en cause des fondements même de cette société inégalitaire. Et c'est là qu'une grande partie de la gauche se trompe, je parle de ceux qui sont sincères, je ne parle pas de ceux qui ont un double discours, se trompe en considérant que ça vient détourner des luttes sociales, ça vient détourner de la lutte des classes. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le fil qui est tiré avec les crimes racistes, c'est une véritable autopsie des inégalités de notre société. Et ça indique aussi pourquoi c'est aussi profondément ancré. Pourquoi y a-t-il autant de résistance à la reconnaissance des crimes racistes et du racisme structurel? Tout simplement parce que ça vient révéler toute l'histoire du capitalisme français et de ses inégalités. À la fois avant la colonisation, avec les toutes premières immigrations, où on a une première strate avec les immigrés européens et même avec les immigrés qui viennent des autres régions de France, où on voit se construire une essentialisation de l'autre avec une infériorisation de l'autre et des discours qui poussent à la violence raciste dès ce moment-là. Et avec la colonisation, va venir se surajouter avec une ampleur décuplée cette essentialisation, cette racialisation de l'autre. Et le noir, l'arabe, le musulman apparaissent non seulement comme des inférieurs, mais aussi comme des dangers. Et ça va imprégner le corps social. Dans un de mes ouvrages, je parle d'espace mental colonial, et dans un ouvrage futur à paraître chez vous, à Sileps, je souligne la permanence de ces images et en quoi elles débouchent à chaque fois sur des violences racistes. Alors, vous aviez commencé à parler de retour de bâton. Ce retour de bâton, on le voit en particulier à travers la loi de sécurité globale qui va renforcer le pouvoir de la police et la loi sur le séparatisme qui illustre bien ce que Rachida Brahim nous disait de la contradiction entre des principes universalistes républicains qui, au final, servent à construire un groupe stigmatisé et racialisé, puisqu'en fait, les défenseurs de la loi nous disent que le mot islam n'est pas utilisé dans le texte, et pourtant, il est au centre du débat, quoi. On a là une des constantes de l'histoire de la société française sur la question du traitement de l'autre. Rappelons qu'à l'époque coloniale, on avait à la fois un discours sur la civilisation et sur l'apport civilisationnel, et d'un autre côté, le traitement inégalitaire. Autrement dit, cette dialectique entre un débat patent et un débat latent, elle est permanente. On met en avant un débat qui est patent. On nous dit, par exemple, aujourd'hui, c'est pour lutter contre l'islamisme, et en réalité, cela cache un débat latent qui est de s'attaquer en réalité aux musulmans. Et à chaque fois, cette dialectique, elle a fonctionné. Je pense que c'est lié au mode de légitimation politique de la classe dominante en France, qui s'est construit sur les droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme, l'universalisme, etc. Mais le backlash ne s'arrête pas à ces deux lois. Il y a effectivement la loi sur la sécurité globale qui, quand même, rappelons-le, vient élargir les pouvoirs de la police jusqu'aux agents de sécurité privés. On a la loi sur le séparatisme qui a beau nous dire que ça ne concerne pas les musulmans, mais les islamistes. En réalité, personne n'est dupe depuis la loi de 2004, où là aussi on nous a dit que ça n'était pas contre le foulard, mais contre les signes religieux. Il suffit d'écouter, d'allumer sa télévision, d'allumer sa radio, pour s'apercevoir que tout le monde traduit islamiste par musulman.
tous les commentateurs télévisés, tous les hommes politiques qui interviennent dans les médias ne nous parlent pas d'islamisme en réalité, mais nous parlent de musulmans. Et donc, on a ces deux lois-là, mais ces deux lois-là sont accompagnées d'une offensive idéologique beaucoup plus large. Je pense à tout ce qui est dit aujourd'hui sur l'université infiltrée par les théories intersectionnelles, alors même qu'on vient d'avoir une analyse quantitative du pourcentage de recherche à l'université française consacrée aux discriminations, c'est 2%. Et pourtant, à en écouter certains dans nos médias, on a l'impression que ça a pris une place disproportionnée. On a également le discours d'une certaine gauche aujourd'hui, en particulier le dernier article de Noiriel et Beau, qui met en avant quand même, qui va jusqu'à accuser les militants qui se battent contre l'oppression raciale et qui se battent contre les discriminations, de diviser les classes populaires, etc. Donc on a une offensive qui vient de l'État, mais qui vient plus largement de l'État, comme s'il fallait demander à ceux qui avaient réussi à s'imposer en termes de visibilité à retourner dans leur invisibilité. Je pense que c'est ça le véritable message. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est que nous avons bien fonctionné ces dernières décennies. Nous avions réussi à imposer un certain nombre de débats. Nos mobilisations avaient imposé des choses qui étaient complètement tues et complètement invisibilisées. Et c'est cela qu'on veut de nouveau réinvisibiliser. Et donc le backlash est à prendre très au sérieux parce que face à cette violence-là, eh bien, s'il n'y a pas de réaction, si nous ne sommes pas capables de nous remobiliser, eh bien, on a là une logique qui ne peut que pousser à ce que j'ai appelé dans certains de mes articles la fascisation, c'est-à-dire inscrire dans le droit des mesures de plus en plus autoritaires. Alors, par rapport à ça, eh bien, force est de constater que malheureusement, sur un certain nombre de thèmes, on n'a pas la réaction à la hauteur. En tout cas, du côté des forces syndicales et des forces de gauche, on voit bien l'ambiguïté sur la loi sur le séparatisme, par exemple. On voit bien les silences de certains, on voit bien les votes d'autres, on voit bien les abstentions d'autres personnes encore. Et donc, on voit bien que sur cette question-là, il y a une espèce de consensus mou qui se met en place. Heureusement qu'il y a les premiers concernés qui, malgré les difficultés, tentent de réagir. Donc, des collectifs sont en train de se mettre en place, en particulier un collectif auquel je participe, qui est le Front contre l'islamophobie et pour l'égalité des droits pour toutes et pour tous. Et j'en profite pour donner aux auditeurs la date du 21 mars, qui est d'ores et déjà positionné pour être un moment dans toute la France de visibilisation de la lutte contre l'islamophobie, parce qu'effectivement, l'islamophobie conduit, comme tous les autres discours culturalistes, à pousser à l'acte violent et donc au développement des crimes racistes. Rachida a bien fait de le rappeler tout à l'heure. À chaque fois que nous avons eu des campagnes médiatiques, des événements internationaux qui étaient relayés médiatiquement par nos pseudo-experts et nos pseudo-commentateurs télévisés, on a eu dans les mois qui ont suivi des passages à l'acte violent et des décès de personnes uniquement parce qu'elles étaient noires, arabes, musulmanes. Et oui, alors, on a balayé un large spectre de thématiques. Peut-être un qu'on n'a pas encore abordé, ce serait de se penser la relation de la France à son passé colonial. Et notamment, tout récemment, on a eu le rapport Stora qui a été rendu sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Et finalement, ce qui ressort de ce rapport, c'est que la colonisation ne serait pas une œuvre structurellement négative, mais qu'il y aurait des événements, des exactions qui auraient été localisées. Et le rapport parle même quasiment de guerre fratricide pour la guerre d'Algérie. Donc, de quoi est-ce le nom, quoi, ce rapport? Alors, ce rapport, il est vraiment ambigu et dangereux. Il est ambigu parce qu'il contient un certain nombre de propositions contre lesquelles on ne peut pas ne pas être. Comment être contre la panthéonisation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de Gisèle Halimi. Comment être pour la reconnaissance de la responsabilité de l'armée française dans l'assassinat de Boumengel. Bien entendu, un certain nombre de propositions de ce type-là avec lesquelles on ne peut être que d'accord. Mais ces reconnaissances-là sont des concessions pour glisser l'idée qu'après tout, c'est un conflit fratricide et qu'il faut maintenant réconcilier. Réconcilier sans reconnaître l'ampleur de ce qui s'est joué à ce moment-là. Mais derrière ce débat sur la guerre d'Algérie et sur la conquête en général, j'y reviendrai juste après, derrière cela,
ce qui est nié d'abord, et je pense que c'est là-dessus que nous devons insister, ce qui est nié d'abord, c'est que la colonisation n'a pas seulement eu des impacts sur les pays colonisés et les peuples colonisés. Elle a eu des impacts sur les pays colonisateurs et les peuples des pays colonisateurs. Pour pouvoir coloniser comme on l'a fait, et je rappelle par exemple sur le seul cas de l'Algérie, la dimension génocidaire, près d'un quart à un tiers, selon les historiens, de la population algérienne a été tuée au moment de la conquête, donc il y a une dimension génocidaire et c'est cela qui bloque dans la reconnaissance de cette histoire. Eh bien, on ne peut pas faire cela sans formater, sans imbiber l'ensemble des institutions et l'ensemble de la société française d'une image du colonisé, en l'occurrence là le noir, l'arabe et le musulman, du colonisé qui laisse des traces jusqu'à aujourd'hui et qui s'y reproduit jusqu'à aujourd'hui. Quant au rapport Stora, eh bien, on a là un rapport qui, met le débat sous le signe de la repentance ou du refus de la repentance. Personne n'a demandé de repentance. En tout cas, les peuples colonisés n'ont jamais demandé de repentance. Si vous allez, par exemple, dans le dernier grand moment mondial dans lequel ce débat est apparu, c'est la conférence de Durban, dans lequel le mot repentance n'est pas souligné. La demande d'excuses n'est pas une demande qui vient des peuples colonisés. Il n'y a pas de demande d'excuses. Ce qui est demandé, comme d'ailleurs à chaque fois qu'on a affaire à des victimes de masse, ce qui est demandé, c'est la qualification de ce qu'a été la colonisation. Et la qualification en tant que crime contre l'humanité, parce que c'est bien cela, c'est pour cela que je soulignais la dimension génocidaire. Et encore, je n'ai pas parlé d'autres pays. Lorsqu'on découvrira ce qu'a été la colonisation à Madagascar et la décolonisation à Madagascar, on découvrira des dimensions qui sont d'une ampleur au moins équivalente et même plus qu'en Algérie. Et donc, le rapport Stora vient nous introduire dans l'idée que tout le monde doit faire des efforts, donc on ne parle plus de caractérisation, pour se renouer, reparlons-nous, etc. Sauf que la réconciliation, elle n'est pas entre le peuple algérien et le peuple français. La réconciliation, c'est entre un État qui a colonisé et un peuple qui a été colonisé, qui a été victime de cette colonisation. Et donc le problème n'est pas en termes de réconciliation, le problème il est en termes de reconnaissance d'une injustice. Et cela, le rapport Stora l'évacue rapidement. Il va même jusqu'à invoquer des endroits dans lesquels il y a eu reconnaissance pour souligner que ça n'a rien changé. Autrement dit, on va nous parler d'autres pays, par exemple le Vietnam ou je crois la Corée, etc. Mais pour nous dire, regardez, ça ne sert à rien. Et là, on a vraiment quelque chose qui est d'une hypocrisie totale. En réalité, le rapport Stora est une commande. Voilà la réalité. C'est une commande. L'historien, pour lequel on peut avoir du respect sur un certain nombre de ses travaux, l'historien est devenu, est passé, en acceptant cette commande, est passé en conseiller du prince, est devenu un conseiller du prince. Or, ce prince, eh bien, il faut bien situer pourquoi il nous dit cela aujourd'hui. Pourquoi il nous dit cela aujourd'hui. Le même, au moment de la campagne électorale de 2017, allait dire en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité. Pourquoi ? Eh bien, parce que 2017, il y avait l'espoir, en disant cela, de capter une partie des voix des Français d'ascendance algérienne, des Français d'ascendance maghrébine, des Français d'ascendance ici de pays colonisés. Et donc, on a mis en avant cette image d'un président qui cassait les tabous dans l'espoir de capter, ça a marché, ils ont capté une partie de cet électorat. Aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Le contexte, il est une présidentielle dans lequel, pour être élu, on va reprendre une partie du discours de l'extrême droite. Et donc, il faut nier ce que l'on a dit 2 ans auparavant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a un rapport qui, sous l'apparence de reconnaître un certain nombre de faits, ne fait que continuer la javélisation de l'histoire, ce que j'appelle la javélisation de l'histoire, c'est-à-dire la négation de ce qu'a été la colonisation comme crime contre l'humanité. Merci à tous les deux. On va juste terminer, puisqu'il nous reste un peu de temps, avec les questions des je ne sais pas des auditeurs, mais des visioditeurs. Je ne sais pas comment on les appelle. Notamment, on a une première question qui concerne les violences de l'État dans les prisons. Et il demande en particulier, est-ce que Rachida Brahim, vous aviez, vous, des chiffres, peut-être vous aussi, Saïd Bouamama, sur les morts suspectes qui se multiplient en détention et qu'est-ce qu'on peut en dire dans le cadre de
de ce discours sur le racisme? Non, malheureusement, j'ai pas eu de données sur ce point. J'ai pas eu de données là-dessus. Il m'est arrivé de voir dans des coupures de presse, effectivement, des affaires de ce type. Mais non, ça fait pas partie des données auxquelles j'ai pu accéder ou sur lesquelles j'ai essayé de creuser. Moi non plus, je n'ai pas les données. Ce qui est certain, c'est que de manière récurrente, depuis que je me souviens, donc depuis les années 80, on a un certain nombre de morts en prison qui sont dénoncées par les parents, par les familles, etc., comme étant des crimes racistes. Et donc, on a eu le même processus que pour les autres crimes racistes, de morts suspectes à l'intérieur de la prison. Quant à la violence à l'intérieur de la prison, elle est largement documentée aujourd'hui. Donc, effectivement, moi, je n'ai pas les chiffres, mais il faut les mettre dans la même dynamique. On a une autre personne qui nous demande et vous demande à vous si vous êtes optimiste. Et justement, vous faites plutôt le lien avec un racisme structurel qui vient de loin. Mais la personne nous dit qu'elle a plutôt l'impression que la société se droitise et se radicalise plutôt maintenant, que le backlash est très fort. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Personnellement, je reste optimiste. Je reste optimiste pour au moins, c'est pas je reste, c'est que je suis de plus en plus optimiste. Ceci dit, les dégâts peuvent être énormes et nous pouvons souffrir beaucoup avant que de voir les résultats de toutes nos mobilisations. Pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'aujourd'hui sont posés des questions et des débats qui étaient complètement invisibles dans le passé. Bien entendu, on essaye de les faire taire, mais si on essaye de les faire taire de manière aussi violente, c'est qu'elles ne sont plus des débats qui sont sous-estimés. Il y a tout un courant qui s'est appelé l'antiracisme politique dans toute sa diversité, qui pose ces débats-là, qui pose la question des discriminations racistes systémiques, qui pose la question de la violence policière comme étant structurelle, qui pose la question de l'immigration et de la racialisation comme mode de reproduction des inégalités sociales dans notre société. Donc on a des acquis de la pensée et de l'opinion politique du côté des premiers concernés qui est extrêmement forte. Donc il va falloir taper vraiment très très fort pour que cela puisse de nouveau être réenseveli. Et c'est pour cela qu'ils essayent de taper fort d'ailleurs. La seconde raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que en réalité, on ne peut pas réassigner l'immigration et ses enfants français à cette place d'invisibilisation totale sans remettre en cause encore plus un certain nombre de droits et de droits démocratiques. Autrement dit, ceux qui considèrent qu'on va laisser taper sur les musulmans avec la loi sur la sécurité et que nous, on va être préservés, eh bien, il suffit de regarder la loi jumelle, qui est la loi sur la sécurité globale, où on voit bien que la régression des droits des uns et la dégradation du sort des uns s'accompagnent d'une remise en cause des libertés des autres. Et donc ça, inévitablement, à un moment ou à un autre, eh bien, ça devrait faire conscience. Et je pense que c'est toute la difficulté du mouvement militant issu de l'immigration qui est de rester optimiste tout en continuant à poser les questions qui fâchent, tout en ne cédant pas sur les questions qui ne font pas consensus, tout en maintenant l'intransigeance vis-à-vis de ceux qui se déclarent progressistes, de gauche, etc., mais qui ne prennent pas en compte ces questions. Être exigeant avec eux, ne pas céder, je pense que, quelles que soient les insultes que l'on recevra, je crois que c'est ça qui permettra de faire avancer les choses. On a aussi une question plutôt pour Rachida Brahim. La personne se demande si le ministère ne vous a pas opposé des résistances pour l'accès aux archives judiciaires. Comment est-ce que ça s'est passé pour accéder à ces données sensibles, sachant le travail que vous faisiez? Alors d'abord, juste sur la question de l'optimisme, parce qu'elle m'intéresse aussi, et Saïd me redonne un regain d'espoir avec son analyse, toujours très pertinente. Oui, moi, ce que j'ai appris en fait à travers ce travail-là, en étudiant ces mouvements et cette question du racisme, ouais, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est que tout assemblage, tout système, en fait, même s'il a l'air extrêmement solide, extrêmement dur, extrêmement ferme et aussi fort qu'un rouleau compresseur, tout système crée l'énergie qui le fissure en fait et qui le transforme constamment. Et ça, c'est passionnant. Enfin, c'est fascinant aussi de voir ça à l'œuvre à chaque fois en fait. Quelle que soit la force de cette système oppressif, tout le temps il y a eu cette énergie qui venait le fissurer, le transformer.
c'est long, c'est difficile, c'est laborieux, ça a l'air terrible. Mais en même temps, il y a plein de joie, il y a plein de force et d'une beauté folle, quoi. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris à travers cette histoire-là, et ce que m'ont enseigné Saïd et des tas d'autres militants, quoi, et des tas d'autres résistants, je dirais même, c'est cette puissance-là, ouais, du non, de l'intransigeance, de la constance, de cette détermination, quoi, qui doit pas faillir, qui peut se reposer. Il y a besoin de repos, mais qui faillit jamais, ouais. Et ça, c'est vraiment très fort. Et sur la question du ministère de la Justice, c'est ça? Ouais. Le plus compliqué, c'était les archives de la police. Oui, c'est le ministère de l'Intérieur, en fait. Alors, les archives, il y a un délai pour que ça soit communicable qui peut aller de 25 à 100 ans, selon l'archive, pour des raisons les raisons invoquées, c'est de la protection, la sûreté de l'État et la protection de la vie privée. Et les archives justice-police font plutôt partie de ces délais-là très longs. On peut y accéder en faisant des demandes et dérogations. En tant que chercheur, on essaie de montrer patte blanche, en l'occurrence, pour montrer que ce n'est pas du tout à des visées personnelles, mais que c'est pour faire avancer la connaissance sur un sujet précis, etc. Et j'ai quelques demandes qui sont passées. Et j'ai eu beaucoup de chance, je crois aussi. Il y a autre chose qui a opéré, la magie, qui fait que j'ai eu de la chance. Ouais, il y a des dossiers auxquels j'ai eu accès. Je pense que je n'aurais pas dû y avoir accès, a priori. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu accéder à beaucoup d'éléments qui étaient Enfin, à mon sens, oui, ça m'a étonné d'y avoir accès, en fait, aussi. Il y a des choses qui étaient publiques et qui, je crois, n'auraient peut-être pas dû être publiques. Peut-être que je n'aurais pas le dire, d'ailleurs, ça. Bon, en tout cas, il y a eu un coup comme ça où j'ai eu accès à des dossiers, effectivement, sur dérogation, mais c'était une infime partie. La plupart de mes demandes de dérogation ont été refusées et une infime partie a été acceptée. Et j'ai eu accès à des dossiers, je ne sais pas comment, ça m'a étonné moi-même. Ouais. Alors, on a des questions, ensuite, on a beaucoup de questions d'ordre stratégique pour le mouvement antiraciste. Et donc, une des questions, c'est comment imposer l'idée de la construction d'un mouvement pour les droits civiques sur la base de la lutte contre le racisme structurel, dans lequel les principaux intéressés seraient moteurs. Donc, Si on avait la réponse, on aurait déjà construit ce mouvement. Cela fait des décennies qu'on essaye de le construire. En réalité, nous sommes devant un travail qui est à la fois nécessaire et qui est à la fois un véritable travail de titan. Nous avons à organiser ceux dont les conditions d'existence sont les plus précaires. Autrement dit, ceux qui sont pris par l'urgence, l'immédiateté et qui peuvent se mobiliser et se sont mobilisés parfois dans des manifestations énormes, mais qui, dans la durée, eh bien, ont du mal à le structurer. Nous avons également affaire à ce qu'on appelle en sociologie un champ d'opportunité politique qui, en France, est particulièrement faible là-dessus, puisqu'il y a une négation de ce besoin d'un mouvement autonome. Et donc, comment le faire, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ce mouvement, il doit être autonome, parce que sinon, on n'aura pas on aura des demandes de concession et des demandes d'euphémisation de la réalité qui sont contradictoires avec la question de l'égalité. C'est que, secondo, ce mouvement doit réussir à imposer ses thèmes et à tisser des alliances à partir de son propre agenda et non pas dépendre de l'agenda des autres. Voilà tout l'enjeu. On sait vers quoi il faut y aller. Comment y aller? Eh bien, nous cherchons tous. Et d'ailleurs, il y a le champ de la lutte politique proprement dite, mais il y a aussi un peu un champ un peu entre l'université et le mouvement social, puisqu'en fait, il y a tout un des axes de la critique de l'antiracisme, c'est de dire que les concepts sont importés des États-Unis, et notamment la question du privilège. Et du coup, comment faire pour lutter contre ce discours qui dit que tout ça, c'est importé des États-Unis? D'abord, rappeler que ça n'est pas nouveau, que historiquement, on a des travaux, même s'ils n'étaient pas développés, on a des travaux qui parlent de privilèges en France, avant même que le débat émerge aux États-Unis, qu'on a des réflexions dès l'époque des immigrations européennes sur ces questions-là, sur la hiérarchisation de la société. Autrement dit, il n'y a pas besoin des États-Unis pour trouver une jeunesse du racisme en France. Et il faut, à mon avis, sur ces questions-là, d'abord renvoyer à la fonction sociale de ces discours. Que vise-t-on à diffuser l'idée que tout cela n'est qu'importation?
eh bien, on vise tout simplement une nouvelle fois à nier le fait qu'il y a une histoire française du racisme, qu'il y a une histoire française de la violence raciste, et que cette histoire-là, eh bien, pour l'aborder, on est obligé de regarder la structuration du capitalisme français, puis la colonisation, puis la manière dont on a géré les vagues massives d'immigrés pour reconstruire la cité française. Autrement dit, c'est l'histoire du racisme français qu'il faut construire, et il n'y a pas besoin pour cela d'aller du côté des États-Unis. Ceci dit, un certain nombre de concepts apparus aux États-Unis font écho à des expériences et des réalités vécues en France, et donc il n'y a aucune raison de ne pas les utiliser également. Ne cédons pas à la tentation qui serait de dire, puisqu'un concept est attaqué, je l'abandonne et j'en avance un autre. Non, parce qu'à ce rythme-là, tous nos mots vont nous être piqués, vont nous être invalidés. Et donc, on a à la fois à réancrer dans l'histoire française, et cela, il n'y a pas besoin des États-Unis, et en même temps, à utiliser tous les concepts, d'où qu'ils viennent, qui nous permettent d'éclairer la réalité. Alors, je prends une dernière question pour la route. Alors, il y a deux questions. Ah si, alors là, il y a une question peut-être qui va déclencher un peu de polémique, je sais pas. Quelqu'un nous demande, il y a de grandes similarités entre le racisme que vous décrivez et celui qui a touché par le passé d'autres populations, italiens, portugais, polonais. Le fait colonial est-il un fait qui amplifie ou apporte-t-il une différence fondamentale? Alors, ça, c'est un débat de fond. C'est vraiment un débat de fond. Et je pense que c'est un débat que nous devons absolument avoir sous peine de reproduire les invisibilisations dont on parlait tout à l'heure. En réalité, si l'on compare les immigrations européennes aux immigrations postcoloniales, on a deux dérives que l'on peut constater. La première, c'est de dire les immigrations européennes, globalement, se sont bien passées. Ce qui est un mensonge historique. On a eu des violences contre les Italiens, on a eu des violences contre les Polonais, on a eu des expulsions massives de Polonais, on a eu des violences de la police avec des crimes racistes policiers, on a eu des pogroms contre les Italiens, à Aigues-Mortes en particulier. Donc, ça n'est pas la violence qui va distinguer. Donc, cette première dérive, il faut l'éviter. La seconde dérive, c'est de considérer que comme il y a des points communs, tout est commun. Et là, ce serait occulter toute la dimension coloniale et ce qu'a apporté de particulier à la dimension coloniale. En réalité, si on essaie de faire une comparaison globale, il y a un point sur lequel la distinction est très forte, sur lequel il y a une différence qui est très forte. Sur la base de toutes les invariances dont j'ai parlé, il y a un élément qui différencie, c'est que pour les Italiens, les Polonais, les Portugais, etc., les discriminations, les inégalités se sont arrêtées aux enfants. Autrement dit, le stigmate xénophobe était pour les immigrés qui arrivaient et les enfants étaient considérés comme des Français. Pour la première fois dans l'histoire de France, avec les immigrations postcoloniales, le stigmate xénophobe se reproduit de manière transgénérationnelle. Vous pouvez être petit enfant d'immigrés algériens, marocains ou sénégalais, vous serez regardé comme quelqu'un d'étranger. Vous pouvez être de la 4e ou 5e génération, entre guillemets, d'immigrés post-coloniales, et parce que vous êtes musulman ou parce que vous portez un prénom à consonance maghrébine, être transformé en étranger et ne pas être regardé comme français. Donc, il y a transmission d'un stigmate de manière transgénérationnelle, et ça fait une différence particulière, parce que ça nous rapproche d'une autre situation, et c'est pour cela qu'il ne faut pas rejeter les concepts qui nous viennent des États-Unis comme cela, bien, parce que ça nous rapproche tout simplement avec la question des conséquences de l'esclavage qui, de manière transgénérationnelle, continue à agir. Et donc, on n'a pas affaire à une inégalité et à une violence qui serait subie de manière momentanée, mais à quelque chose qui s'inscrit dans la durée, comme s'il y avait une dimension d'être maudit à partir du moment où on a telle ou telle origine. Super, merci beaucoup. Est-ce que Rachida Brahim ou Saïd Bouamama, vous voulez dire une dernière chose avant qu'on conclue? Non, je voudrais remercier tous les deux, les éditions Sileps, pour avoir publié ce livre d'une part, et Saïd pour sa présence en tant qu'acteur de cette époque et qui continue à faire partie et à animer ce mouvement.
c'était précieux. Et voilà, je trouve ça frustrant aussi, ces débats en Zoom, où on ne voit pas les gens. Moi, j'aime bien prendre le pouls des personnes que j'ai en face de moi avant de répondre à des questions pour savoir quelles elles ont besoin et de quoi elles ont envie, elles, qu'on parle, en fait. Et là, c'est pas possible. Mais voilà, merci en tout cas à vous deux et puis aux personnes qui sont présentes et celles qui regarderont éventuellement. Oui, alors moi je voudrais juste terminer en disant que tous ceux qui, dans cette société, sont attachés à des notions de démocratie, de progrès, de socialisme, etc., et qui occultent les questions de l'immigration, eh bien, sont des personnes qui n'ont pas compris qu'elles se battaient contre elles-mêmes et que la seule manière pour que cette société un jour soit plus égalitaire, c'est que les questions liées à l'immigration et aux violences policières soient des questions qui soient mises au centre dans l'agenda et non pas de manière marginale ou complètement évacuée. Merci beaucoup à tous les deux et on rappelle à tout le monde que le livre de Rachida Brahim, La race tue deux fois, est disponible dans toutes vos bonnes librairies. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.